C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le CapGPT Podcast, le meilleur podcast en IA au Québec! Cette semaine, on a la chance de recevoir Alexandre Hatchev de chez CapGPT pour nous parler entre autres de leur merveilleux produit Capture, qui est un chatbot de capture de lead. On reçoit également Simon Dagenet et Catherine Paulin de Weavio AI, une firme de développement sur mesure en IA ici au Québec. On va discuter avec eux, avec le petit groupe, de comment calculer le ROI d'un projet en IA pour les PME. Je pense qu'il y a beaucoup de PME qui se posent la question en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. Je voudrais investir en IA, mais est-ce que ça sera réellement rentable ou est-ce qu'on parle plutôt ici d'une bulle potentiellement et que les vrais cas d'utilisation rentable vont arriver dans les prochaines années? Donc, on discute de cas concrets, on discute de la place de l'humain là-dedans aussi. Concrètement, là, c'est bien beau l'IA, mais à quel point on va garder certaines tâches, du human in the loop, donc pour faire de la vérification, par exemple. Et finalement aussi, on parle un petit peu de qu'est-ce qui peut aller un peu plus mal dans un projet d'IA. Donc, on fait vraiment le tour des projets d'IA avec les PME. Donc, sur ce, je vous dis bonne écoute. Alors, c'est parti. Let's go. On va parler aujourd'hui de comment, la question que tous nos clients se posent, comment on peut faire de l'argent avec l'IA, comment en fait nos clients à nous, comment des projets qu'on développe pour eux, ça peut être rentable dans leur poche concrètement, pas juste de l'innovation, c'est pas juste dans le but d'essayer des trucs, c'est de faire des projets concrets. Et je passerai la parole en fait peut-être à Simon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les aspects d'un projet? Comment ça peut être rentable un projet d'IA? Merci Charles. Il y a différents aspects sur lesquels un projet peut être rentable. Puis à chaque fois, pour nous, à You, qu'on fait du custom, c'est toujours un défi de comprendre un peu comment nos clients fonctionnent, c'est quoi leurs défis, c'est comment est-ce qu'un projet peut influencer leurs opérations pour leur permettre d'être plus efficaces dans ce qu'ils font. Mais à la fin, ça vient à comme 3 éléments principaux, si on veut. Il y a les coûts, les ventes, puis optimisation. Ouais, c'est ça, l'augmentation du revenu, en fait. Donc, ouais, grosso modo, tu veux dire que soit qu'on est capable de réduire les coûts, soit qu'on est capable d'avoir plus de clients, soit qu'on est capable de vendre plus cher à chacun des clients. Exactement, c'est ça. Exact. C'est la valeur ajoutée à leur produit. Des fois, ça peut être une nouvelle fonctionnalité où on intègre l'intelligence artificielle, puis leur service au lieu. Maintenant, il y a plus de fonctionnalités, plus de valeur, donc ils sont capables d'augmenter le prix de leur produit. Donc, à chacun des projets qu'on fait avec nos clients, on essaie vraiment d'avant de commencer un projet, d'évaluer tous ces aspects-là pour voir ça va être quoi la rentabilité de leur projet. Est-ce que ça vaut la peine de faire affaire avec nous? Est-ce que c'est un investissement qui fait du sens pour eux? Donc, c'est toujours important de de s'asseoir et de vraiment comprendre l'impact du projet qu'il va avoir. Ça va être quoi un peu la valeur qu'on va être capable d'en tirer en termes de prix ou combien d'heures, par exemple, pour un employé, est-ce qu'on va être capable d'assigner à faire des tâches à plus grande valeur ajoutée? Est-ce que le processus, par exemple, va nous permettre d'avoir plus d'informations puis ensuite nous permettre de prendre des meilleures décisions, donc réduire les coûts? Ça varie complètement de client en client. Je peux donner comme certains exemples. Par exemple, dans un processus, dans un système manufacturier où c'était vraiment, on a aidé un client à mieux sourcer chacune des pièces qui étaient nécessaires à la construction des moteurs qu'il construisait. Donc là, c'était vraiment clair de cette fois-ci de dire, OK, bon, comme avant le projet, ça nous coûtait, par exemple, 100 000 $ par moteur, construire, acheminer l'ensemble de nos pièces. Puis ensuite, on voit que en faisant des simulations ou en essayant avec les données, un peu comprendre dès les débuts du projet, en essayant comme certaines techniques de voir un peu la capacité de notre système
à augmenter l'efficacité du système de sourcing. Donc là, dès les premières semaines, en fait, dès qu'on s'engage à regarder les données, on voit aussi un peu le lift qu'on peut obtenir, le ROI. Puis ensuite, ça nous permet de dire à un client, OK, ben on a essayé quelque chose, on est capable en regardant vos données, vos processus, est-ce que ça vaut la peine de continuer ensuite puis de passer à peut-être une autre étape d'implémentation où on met le système en production. Fait que des fois, même avant que le projet commence, on a besoin des fois un peu de temps pour évaluer ces choses-là en amont, avoir un peu plus de données, comprendre comment le client fonctionne pour être capable de cibler le ROI parce que vous le savez, là, en data, il y a des fois un peu d'incertitude. C'est important de bien comprendre le client avant d'être capable de donner un estimé, mais à la fin, on veut dérisquer les projets le plus possible. Ouais, puis peut-être Catherine, tu peux nous parler un peu de comment vous faites cette première phase-là de dérisquage ou de découverte avec vos clients pour pas partir, j'imagine, sur des projets de grande envergure avant d'avoir avoir ce risque-là. Là. C'est ça, ce qu'on aime faire, c'est vraiment regarder à la pipeline au complet du client, puis d'essayer de cibler c'est où les low-hanging fruits, les tâches qu'on peut optimiser, automatiser facilement, qui va permettre au client de sauver du temps rapidement. Fait que ces tâches-là sont faciles, c'est une grosse valeur ajoutée, puis ça permet vraiment aux clients de voir comment c'est facile d'implémenter de l'IA dans leur entreprise. Fait qu'avec ça, après ces projets-là, ben, on peut prendre des projets avec plus de grosse envergure. Oui, c'est clair, c'est clair. Monsieur Ratchev, de votre côté, vous travaillez chez CapGPT sur le projet Capture. Peut-être tu peux me parler un petit peu de comment, dans un projet plus SaaS, dans ce cas-là, tu peux calculer le ROI de l'implémentation. Dans notre cas, la ROI est relativement simple à calculer, considérant que notre produit est vendu en SaaS. Justement, il y a un coût d'intégration et ensuite il y a le coût mensuel pour le maintien et tout le service qui vient avec Capture. Il est calculé vraiment rapidement avec la quantité de leads que tu peux générer à travers avoir, dans le fond, un agent conversationnel qui est dédié à justement capturer les leads qui arrivent sur ton site web, qui sont intéressés par tes produits ou tes services et à un moment clé, vraiment enclencher un call to action qui serait par exemple prendre leur nom, leur email, les diriger vers un Calendly ou autre option que le client préfère. Donc, très rapidement, tu peux voir un ROI quand les leads y rentrent à travers le chatbot qui est implémenté sur ton site web. Donc, grosso modo, c'est ça. Ça dépend pour chacun des clients, la valeur d'un lead va être différente, son closing rate va être différent, évidemment, mais grosso modo, juste quand ils nous donnent les grandes lignes, les grandes stats de combien aujourd'hui ils sont capables de générer de prospects avec leur site web. On est déjà capable d'avoir grosso modo une idée avec nos clients passés. Fait que ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Je rebondirais avec justement Simon ou Catherine, de votre côté. Est-ce que vous le faites, cette estimation-là, uniquement à la base, après ça, comme, tu sais, une fois qu'il y a j'imagine qu'on le fait un petit peu au début, après ça, on fait une phase de développement. C'est ça. Comment on est capable de regarder ça avec le client ou comment on est capable de peut-être prioriser pour, considérant les informations qu'on est allé chercher dans une première phase d'un projet? C'est ça. Souvent, le ROI est assez évident dès le début, en fait. Là. Même avant qu'on fasse une première phase ou qu'on regarde les données ou qu'on se penche dans les activités du client, les questions, en fait, c'est un peu la façon qu'on frame les premiers projets d'IA chez un client, c'est en regardant c'est où les tâches en ce moment où soit il y a le plus d'incertitudes, le plus de données, puis c'est où il y a le plus de main-d'œuvre en ce moment qui est appliquée sur des tâches comme répétitives et à faible valeur ajoutée. Fait que, par exemple, on a beaucoup de clients qui ont des processus où il y a beaucoup d'ingestion de documents, beaucoup de lecture de fichiers, d'images. Puis maintenant, avec l'IA générative, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de ces processus-là qui peuvent être complètement automatisés ou on peut les équiper d'un assistant virtuel qui peut au moins les aider à accélérer leur travail. Fait que, par exemple, on a beaucoup d'équipes de clients qui ont des grandes équipes de sourcing de clients où il y a des appels d'offres avec des centaines de pages qui doivent consulter, comprendre, résumer.
Mais avec l'IA générative, maintenant, on est capable de leur permettre de remplir 400 appels d'offres au lieu de 200 par année, par exemple. Ou on avait un document récemment où il y a un client récemment où il y avait un système complexe de purchase order, puis vite fait, on était capable de voir qu'on était capable de tout remplir leur ERP vraiment rapidement, juste en utilisant encore des modèles déjà off-the-shelf d'IA générative. Fait qu'on parle de mandats qui sont assez courts, puis qui permettent à la main-d'œuvre de ce client-là de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, puis à changer un peu la façon de faire. Fait parfois, comme le ROI il est assez comme self-evident, je dirais, quand on voit qu'il y a beaucoup de temps qui sont alloués à certaines tâches. Puis des fois, il y a peut-être un peu moins. Puis là, c'est là qu'on doit passer par une première petite preuve de concept ou quelques semaines où on travaille sur les données puis on voit la capacité d'un modèle à augmenter la valeur d'un produit, par exemple. Toujours mieux de s'attaquer à un gros projet, à un gros problème, même si la solution est moyenne. C'est souvent là qu'on va avoir le meilleur ROI. Fun fact, je te parlais de 2-3 ans, M. Hatchef, qu'on pourrait faire des offres de services dans ton ancienne... Pas des offres de services, mais des appels d'offres. Dans son ancienne vie, il était ingénieur civil, puis il faisait beaucoup d'appels d'offres. Puis je disais, là, on va être capable de générer ça. C'est ça. Il ne me croyait pas. Hein? C'était beaucoup de documentation, plusieurs devis, plusieurs bordereaux qu'il faut lire, qu'on lisait réellement ligne par ligne, tout le document pour sortir les informations pertinentes. Puis ça a toujours été fait comme ça. La construction reste quand même une industrie qui est relativement averse au changement. Mais la beauté de ces outils-là, c'est un peu avec l'IA générative, ça introduit le concept d'itération aussi. Comme on sait que la première fois qu'on interagit avec ChatGPT, on fait un prompt par exemple, puis c'est peut-être pas parfait du premier coup, puis je pense qu'on commence à réaliser que l'IA fait des erreurs, puis qu'on peut comme itérer sur l'output, puis essayer de comprendre que c'est peut-être pas parfait du premier coup, mais que ça nous donne une première esquisse qui nous permet quand même d'accélérer vraiment le travail qu'on fait, qu'on faisait complètement manuellement, là, comme quelques ans de ça. Fait que je pense que peut-être que ce genre d'outil-là qui est dans les mains de tout le monde, ça va aider à changer un peu la mentalité de comme il faut absolument que l'IA soit... Parce qu'à la base, il passait beaucoup de temps en tant qu'ingénieur civil à faire de la rédaction. Tu peux commencer avec un genre de ChatGPT ou whatever pour la rédaction t'aider, puis là tu réalises que si je donne plus de contexte, plus de données, ça va aller encore plus vite, puis on peut en faire encore plus. Puis la construction est averse au changement, mais je pense pas qu'elle est averse à l'argent. Hein? C'est sûr que si tu réussis à leur montrer qu'un chargé de projet peut faire plus de soumissions ou mieux, parce qu'il y a quand même de l'erreur humaine, là, des centaines et des centaines de pages, ça l'arrive. Des plans. Les plans, j'imagine qu'il y a également une façon qu'on peut automatiser ça, mais vraiment du texte, c'est le plus simple. Puis il y a des fois qu'on manquait une phrase qui était extrêmement importante, qui changeait peut-être des dizaines de milliers de dollars dans la soumission. Mais c'est vrai que ça aide un peu à démystifier la magie derrière l'IA, puis juste comprendre que c'est un outil que tu peux apprendre à être meilleur avec. C'est ça. Donc, s'il y a des gens en génie civil à l'écoute, appelez Simon et Catherine, ils vont vous trouver plein d'argent pour l'hiver prochain. Lorsque vous ferez vos soumissions, ils pourront clairement vous aider. Puis j'imagine que ça serait quand même un projet, comme on dit, relativement simple à attaquer. Là. Comment vous le ferez justement, Catherine, si tu avais, disons, explique-lui rapidement la problématique, Rachel. Le processus, dans le fond, c'est que tu reçois tes devis et tes bordereaux. Le devis, c'est comme les règles, la façon que ça doit être fait, les délais que tu as, les normes à suivre. Toutes les clauses particulières et autres. Et le bordereau, c'est les quantités. Il faut faire tant de mètres carrés de trottoir ou tant de mètres linéaires de tuyaux, peu importe. C'est vraiment les quantités. Puis avec justement le devis qui donne comment faire et le bordereau qui dit combien et quoi faire, tu estimes le coût, combien ça coûterait faire ce projet-là. Ensuite, tu rajoutes un certain profit et un certain frais administratifs sur ça. Et aussi, il y a des plans qu'il faut lire pour comprendre un peu la disposition du chantier, pour pouvoir bien visualiser comment ça va s'implémenter. Donc, ça serait ça un peu le processus d'une soumission d'un projet en génie civil.
sais, c'est sûr que c'est ça. Une soumission d'un projet en génie civil, tu sais, il y a beaucoup de parties qui peuvent être automatisées, mais il y a beaucoup de parties, tu sais, qui prendraient plus de travail aussi. Fait que c'est sûr qu'un projet comme ça, un code, tu sais, d'essayer de cibler c'est quoi les parties qui sont facilement remplaçables par l'IA. Tu sais, c'est quoi qu'on peut lire facilement. Tu sais, les rapports que tu lis ligne par ligne, parce que tu remplaces ça par l'IA, puis tu sais, ça te donne un résumé ou ça te remplit ta template, tout ça. Tu sais, ensuite de ça, ben là, tu as des différents modèles, tu sais, pour calculer, c'est ça, le nombre de chaque produit. Ben là, tu regardes avec le plan, puis tu fais une combinaison des deux. Fait que, c'est de voir si les modèles qui existent présentement fonctionnent, sont capables d'extraire ça. Parce que c'est un peu ça qui est le fun avec les modèles maintenant, tu sais. T'as encore besoin d'entraîner, mais tu sais, il y a beaucoup de modèles qui existent que t'as pas besoin d'entraîner, que tu utilises direct et que ça fonctionne. Fait que tu testes ces modèles-là, puis là, avec une première version, ben tu as 60% d'automatisation qui est faite, puis ensuite, tu itères over ça, puis là, tu peux construire des modèles pour vrai. Parce qu'en plus de ce que je me rappelle que tu m'avais dit, il y avait déjà genre des formules dans Excel puis tout ça que vous rentriez les chiffres, non? Oui, c'est un autre logiciel. Là. Il y a Excel, mais il y a un autre logiciel qu'on a comme des coûts typiques dans le sens que si tu veux faire tant d'asphalte, ben ça te prend tant de camions, tant de gars, tant de paveurs, tant de ci, tant de ça. Fait que tu dis, OK. Pas de filles, juste des gars. Il y a aussi des filles. J'ai travaillé avec des femmes qui étaient manœuvres, opératrices de machinerie lourde, il y a de tout dans la construction. On est en 2024 quand même, Charles. Mais c'est ça, c'est sûr que tu sais, inputter tous ces chiffres-là, merci, de placer ces paramètres-là manuellement dans des spreadsheets, c'est ça, c'est prône à l'erreur. Fait que c'est sûr que des tâches comme ça, on peut les remplacer par l'AI parce que tu sais, ça va aider à... Si on a une formule déjà, on pourrait la coder en Python, j'en sais rien. Puis après ça, l'IA vient juste mettre les chiffres dedans. Ouais. On peut vérifier la formule, on peut vérifier la sortie. Puis ça sauve du temps à des ingénieurs qui coûtent quand même cher. Puis qui pourraient faire ça. Si tu automatises la moitié de la job, c'est déjà... On fait peut-être 2 fois 30% de plus. C'est plus d'alerte pour les tâches que tu fais, tu sais, 50% du reste. Là. Mais là, on vient de trouver un produit, guys, on ne le sortira pas, ce podcast-là. C'est ça. On va juste le développer, le méchant bonne idée. Là. Mais tu sais aussi, on dit AI, mais tu sais, il y a aussi beaucoup de parties de ça qui est juste d'automatisation. Oui, c'est juste du code. Mais c'est juste qu'avec l'IA, permet de venir un peu coller des parties qui étaient dures, genre lire du texte, extraire des données structurées, les mettre dans une formule. Puis après ça, il pourrait sortir d'autres données structurées puis écrire le rapport à la fin. C'est ça. Sinon, en génie civil, on a des clients en ce moment qui... Il y a tellement de règles sur chaque chantier, sur comment... mettre de l'asphalte, c'est quoi la règle pour un pont, par exemple, en fonction de la taille de la chaussée. Genre, name it, je les connais pas, ces règles-là, mais... Il y a beaucoup de normes, là, le BSQ, les normes du ministère du Transport, il y en a plein de normes qui sont vraiment spécifiques et claires. C'est ça, donc on a des clients qui veulent s'équiper d'un assistant virtuel qui est capable de citer l'ensemble de ces règles-là ou de ces normes-là à chaque fois qu'il y a... un nouveau chantier, ils sont sur le chantier, ils n'ont pas accès à leur code, à leur grand PDF, ils veulent sur leur téléphone mobile pouvoir poser une question à un chatbot qui a accès à l'ensemble de cette documentation-là puis qui est capable de citer les règles qui sont pertinentes pour répondre à leurs questions. Fait comme ça, c'est un autre cas d'utilisation où on voit qu'il y a un ROI potentiel parce que ça évite beaucoup de back and forth, ça évite comme un temps considérable à passer au travers de la documentation. C'est un cas d'utilisation qui est assez simple, de bien intégrer des documents pour un chatbot. Donc ça, c'est une application que je trouve vraiment cool qui pourrait s'étendre à plein d'autres compagnies dans... Plein d'industries aussi. Ouais, fait que, on avait pensé réduire l'erreur au final aussi. Là, parce que souvent, les personnes ils se trompaient dans les différentes normes ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Donc, c'est peut-être un 4e point d'ROI, de réduction des coûts liés à l'erreur. Parce que c'est un bon point. C'est des réductions de coûts. Réduction de coûts en général, mais il y a aussi le temps humain investi à faire des tâches à valeur du coût. Puis il y a aussi le coût de limiter les erreurs communes. Mais tu sais, je pense que ça prend un bon point parce que tu sais, des fois les gens ils voient les AI puis c'est comme je veux 100% puis rien d'autre. Mais tu sais, en tant qu'humain, on fait des erreurs. Fait que tu sais, même si ton AI fait des fautes, c'est pas grave. Tu sais, c'est quand même. Puis souvent, tu es capable aussi d'amener la source là, dans ce genre de produit-là. Tu es capable de dire, check, voici ce que je pense, voici la source. Mais déjà, c'est comme un moteur de recherche hyper puissant. Fait que dans ces cas-là, puis
moi, je suis persuadé que bientôt, tout ce que tu vas recevoir, tu n'auras pas une petite notice que tu dois lire, là, tu vas recevoir mais pour elle, un chatbot avec mon lave-vaisselle, pourquoi je devrais lire ça. Le monde sur YouTube, pourquoi? Moi, c'est plus simple. J'ai hâte qu'elle capture dans mon lave-vaisselle. C'est l'avenir, hein? Imagine capturer des leads directement à partir de quand la technologie dépasse tes attentes. Capture 2.0. Dans vos électroménagers. Directement. Ouais, si t'invites des clients. Ouais, mais ça serait bon, là, t'as un QR code que c'est vraiment comme si c'est le chat du manuel. Ben oui. Tu sais. Hey, on a tellement d'idées de business. Aïe, aïe. On va jamais le sortir, ce podcast. Non, c'est ça. Le monde devrait être trop riche, il ne saurait même pas quoi faire avec l'argent. Mais je pense que dans la capsule, on promet écoutez ce podcast et vous aurez 20 idées de start-up en IA. Entrepreneuriat, Ouais, Ben, ces idées-là, non, c'est clair. Là. Mais tu sais, après ça, est-ce qu'il va avoir un. Mais clairement qu'il va avoir un genre de SaaS, genre de rag un peu simpliste. Mais tu sais, c'est pas si simple que ça non plus faire du bon. Non, c'est ça, puis il y a différents lave-vaisselle, fait que tu sais. Oui, non, c'est C'est clair. ça. Il y a beaucoup de traitements de données, en fait, dans les applications de RAG. Par exemple, les applications comme Microsoft Copilot ou ChatGPT vont pas faire out of the box. Donc, comme il faut, comme une bonne application RAG, il y a beaucoup de traitements de données en amont qui doit être fait pour s'assurer de la qualité de ces applications-là. Ouais. Les outils sont pas encore là, surtout quand on doit diviser des règles ou des articles de la bonne façon, créer des bons segments de documents. Il y a encore une partie custom à faire pour avoir une qualité supérieure. Donc, vous n'aurez pas votre petit chatbot pour votre lave-vaisselle l'année prochaine. Peut-être. Non, mais pour vrai, genre le On Samsung. le souhaite. Ouais, Samsung pourrait faire ça, clairement. Ouais, c'est pour ça. Exact. pour les voitures. Là. Peut-être à terme aussi, tu sais, clairement, la voiture, elle va être capable de te parler. Samsung pour les voitures. Non, mais genre un chatbot pour ta voiture, genre, ou un interface conversationnelle, là, qui, la voiture te parle elle-même, là, puis tu poses une question, puis ça... Pourquoi tu marches pas? Pourquoi ta lumière est allumée? Ouais, c'est ça. C'est quoi ton problème? Comment tu dis ça? Check engine, don't panic. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que ça n'amène quand même à d'autres, d'un autre type de questions, un peu plus de l'autre côté du spectre. On a parlé un peu des erreurs, on a parlé un petit peu des bons côtés, du retour sur l'investissement qu'on peut avoir. Maintenant, comment ça va impacter les gens qui travaillent en entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est la fin des emplois, comme on les connaît? Ou c'est plutôt un nouveau travail coopératif entre les outils d'IA et les humains? On fait ça comme ça. Avec un point d'interrogation. Point d'interrogation. Comme ça. Est-ce que c'est la fin ou non? Monsieur Rachel, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'utilise beaucoup de IA pour simplifier des tâches et ça me remplace pas, mais ça m'enlève Pas encore. Pas encore. Mais ça m'enlève à faire des tâches répétitives que normalement tu vas déléguer à quelqu'un d'autre à la longue. Quand tu vas croître dans une entreprise, tu vas déléguer ces tâches-là pour une autre personne. Donc là, tu as juste à l'automatiser. Est-ce que ça remplace l'humain? Je pense pas. Je pense que ça refocus son énergie et son temps sur des tâches spécifiques à l'humain. Comme l'arrivée de l'auto n'a pas éliminé tout humain qui travaille avec des chevaux. Ça a juste amené les humains qui travaillent avec les chevaux vers d'autres industries, travailler avec les autos. Donc il y a tout un renouveau et un changement. Je pense pas que c'est l'humain qui va être rendu obsolète. Parce que pas d'humain, il n'y a pas besoin d'IA au final. Tout ça fonctionne J'utilise pour les toujours humains. mes jambes, même s'il y a des autos. Fun fact, on travaille sur, en fait, dans notre application, on travaille sur Alexia, qui est Alex IA Wow. pour le remplacer. En gros, c'est que... Tu t'auto-remplaces? Ils veulent me remplacer. Non, il a pris 2 jours de congé, puis on s'est rendu compte que peut-être avec... pas grave. Ben, c'était grave. On était comme... Peut-être qu'on peut coder, tu sais, ce qu'il fait, tu sais. Non, en vrai, ben, c'est comme une semi-blague, là, mais en gros, on veut donner dans notre app, capture, dans notre dashboard, capture pour les modifications. En ce moment, les clients doivent demander à Alex, puis soit il y a des requêtes qu'on n'a pas vu venir. Ouais. C'est M. Ratchef qui est des opérations qui gère ça, mais on se dit, on va créer un chatbot dans l'app qui va pouvoir répondre à toutes les questions. Deuxièmement, qui va être connecté avec notre back-end pour faire des modifications sur ce qu'on veut. Puis d'ici 4-5 mois, il y en a un qui va peut-être
Donc, Rachel, garde ton LinkedIn à jour. J'apprendrai à Ouais, coder c'est si ça. je fais toi. En tout cas, puis lui, ce qu'il nous a dit, c'est ouais, je le croirais quand je le verrai. Mais il travaille là-dessus la fin de semaine, pour ce soir, il est pas là. Non, mais grosso modo, c'est un autre genre d'application. En fait, on s'est dit. Faites ça après mon scraper. Oui, ouais, c'est ça. En fait, on s'est dit, à la place de développer toute une grosse interface, que genre tu peux faire, je sais pas, des dizaines de choses, puis à chaque fois que tu veux que ton utilisateur puisse faire quelque chose, il faut que tu aies littéralement le UI pour ça, tu sais. Donc, à la place de développer ce UI-là, on va juste avoir un agent dans notre app pour faire des modifications sur leur agent à eux. Fait qu'en tout cas, sinon, c'est next level, mais C'est méta, là. C'est C'est méta, méta. mais c'est pas méta. c'est pas Facebook, là, mais... Mais c'est méta. Mais c'est méta. Fait qu'en tout cas, Alexia, dans votre app capture, bientôt. Coming soon. Mais on va revenir à notre question, la place de l'humain, Human in the Loop, toutes ces belles choses-là. Qu'est-ce que t'en penses, Catherine? Comment tu vois ça? Ah, tu sais, pour vrai, ça va juste permettre à l'humain de faire les tâches qui est meilleur à. Tu sais, ça va lui permettre d'être plus créatif, de pas, tu sais, drainer son énergie à des tâches mondaines puis répétitives. Puis pas trop le fun, tu sais. C'est boring, là, mettre tes données dans Excel à la journée longue, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, lui permettre de faire les tâches qui ont un lien avec le background qu'il a étudié dedans ou, tu sais, whatever, qui est bon dedans. Fait que c'est ça, ça va juste permettre d'être beaucoup plus créatif dans leur travail. C'est comme un lave-vaisselle au final. Exactement. Ça va juste mieux laver. Au lieu de que nous, on doit laver manuellement, on le met quelque part, c'est fait, puis nous, on peut faire d'autres choses. Mais tu sais, genre, si tu veux prendre l'analogie du lave-vaisselle, tu sais, ton lave-vaisselle, il devient ton AI qui lave, tu sais, les vaisselles qui sont faciles à laver, tu les mets là. Mais quand c'est comme il faut vraiment que tu laves comme il faut une casserole, mais que tu veux pas la briser, puis que tu te fais en prendre soin, ben là, toi, tu le laves toute seule. Fait que Quand elle est bien croûtée, moi, je la jette. c'est ça. là, Puis il faut que tu le remplis, il faut que tu le vides. Il y a quand même, un humain reste impliqué dans Ouais. le processus de lavage de vaisselle, mais la tâche la plus répétitive et moins de valeur ajoutée C'est ça. Tu sais, parce que si tu laves 10 assiettes, puis là, t'es rendu à elle qu'il faut que tu fais attention, ben là, t'es tanné. Fait que tu la laves, tu croches. Tandis que, tu sais, si tu prends juste soin. Très belle analogie. Merci. Mais bravo pour cette analogie de la vaisselle. Prochaine fois que quelqu'un va me demander s'il y a. Mais de l'autre côté, vous n'avez pas l'impression, puis tu sais, je joue un peu l'avocat du diable en ce moment, là. Ouais. Vous n'avez pas l'impression qu'une fois qu'on enlève plein de petites tâches mondaines dans la journée, ça va être extrêmement drainant C'est de ça. juste faire Ouais. le dur. Là. On peut peut-être pas travailler 40 heures dans ce cas-là, peut-être qu'on va travailler moins. La semaine de 4 jours, j'y crois, moi. Toi, tu crois? Mm. Toi, Simon, tu y crois dessus? J'y crois. Parce que vous travaillez ensemble. là, Ouais, je c'est vais ça. mettre Non, j'y crois, mais ça reste que comme on rend un service qui est à l'heure. Fait que c'est peut-être notre façon de changer notre offre de service ou Ben, bill plus cher. ouais, c'est ça, où on bill d'une certaine comme ouais, peut-être plus cher ou Plus cher, moins d'heures. moins d'heures, mais Ou au résultat. tu sais, c'est ça, capable au d'en faire résultat, plus. c'est plus ça, Exact. c'est plus là vers quoi je veux aller. Puis en fait, c'est comme un paradigme qu'on devrait changer pour dans toutes les entreprises. En fait, pas juste la note qui est une entreprise de service à l'heure où on se dit ok ben on travaille tant d'heures puis voici le outcome. Ça serait, je pense que quand même pour des emplois qui sont plus traditionnels, un emploi de 40 heures semaine de 9 à 5 par exemple. Comme ça, maintenant, vu qu'on est tellement capable d'en faire plus avec moins de temps, ça devrait plus être des rémunérations liées aux objectifs puis à la comme, performance. Parce que puis c'est là, je pense que les employés qui vont utiliser l'IA vont se démarquer puis vont être capables de rester un peu relevant genre dans le marché de l'emploi aujourd'hui. Là. Mais ça, je pense que c'est un genre de changement, je pense, qui va devoir arriver dans les prochaines années. Puis Yuvo AI, on aimerait bien ça en faire partie. Je pense qu'il va falloir comme... Peut-être qu'on devrait être des leaders dans les changements de mentalité, puis aller plus en mode OK, voici le résultat, voici le prix. Ben, c'est dur. En fait, ce qui est dur avec ça, souvent, c'est que c'est des projets qui... Quand tu fais un peu de la R&D, pas un peu, vous faites de la R&D jusqu'à un certain point, ça ne met pas dans l'intégration pure et dure de solutions, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué. Là. Exactement. Puis, dépendamment des projets, il peut y avoir une partie d'incertitude quand on intègre des données.
les données peuvent être très propres et très compréhensibles. Puis, en fait, c'est un spectre de très, très difficile à ingérer, très facile de jouer avec. Nous, on travaille avec les PME. Ça va souvent être plus de l'autre côté où ça va être un peu plus de challenge, puis d'essayer de mettre la structure dans tout ça. Ouais. Donc, ça peut faire varier le coût d'un projet ou le temps d'implication. Donc, c'est pour ça qu'on y va plus en mode temps et matériel en ce moment. C'est plus simple, clairement. Ouais. Clairement, c'est... Aussi pour le... Tu sais, dans des projets, on a eu la chance, nous, de faire le switch vers, justement, des intégrations à coût fixe. Puis un peu la chance qu'on a, c'est qu'on en fait beaucoup. Donc, parfois, c'est moins rentable, parfois, c'est plus rentable, parfois, c'est plus Ça simple. vient mais s'équilibrer. ça se balance, mais il faut avoir du volume pour que ça ait du sens. Justement, tu parlais de PME, Simon. Peut-être tu veux me parler un peu de cas concrets. Justement, on a parlé des ROI, on a parlé de résultats. Tu sais, quel genre de résultats tu as eu avec des clients que tu as envie de nous partager? Plusieurs résultats. En fait, je vais peut-être donner un peu plus un aperçu de l'ensemble de nos services parce que ça peut vraiment comme varier de type d'application. Ouais. Fait, on a comme différentes, trois grands champs d'expertise, si on veut, à Youvo en machine learning. En plus d'offrir comme des ateliers, de workshops de positionnement en IA ou de la formation en AI, il y a trois grands champs, si on veut, dans lesquels on travaille. Le premier, c'est comme tout ce qui est computer vision. Et donc, Catherine, c'est vraiment une experte de tout ce qui est vision par ordinateur, faire la détection d'objets dans une image ou ou embellir les images, par exemple, avec toutes sortes d'applications de ce côté-là. Puis, on a aidé un client à lancer leur produit en gaming où c'était une application de réalité augmentée. Puis, avec la détection des mouvements de la main, on a été capable le joueur était capable, dans le fond, d'interagir avec le monde de réalité augmentée. Donc, comme le ROI là-dessus, c'est genre de créer une expérience de jeu comme complètement différente de ce qui se fait sur le marché, puis d'être capable de vendre sûrement ton produit beaucoup plus cher que ce qu'il aurait été normalement été capable de le faire. Fait que ça, c'était vraiment un succès vraiment cool pour nous, et comme on a vraiment apporté la valeur pour le client de cette façon-là. Je parlais tantôt d'un projet de manufacturier ou d'aider vraiment toute la chaîne d'approvisionnement sur les pièces d'un moteur. Fait que ça a été des millions qu'on a dégagés pour que le client être capable de savoir quand réparer une pièce ou quand en commander une nouvelle. Donc, il y avait tout un processus à ce niveau-là, puis on a été capable d'automatiser, dans le fond, des centaines de décisions qui se prenaient par jour à savoir qu'est-ce que je fais avec cette pièce-là, est-ce que je devrais... C'est ça. Puis combien de temps, en fait, je devrais attendre aussi pour la pièce, être capable d'optimiser le temps de processing des moteurs. Puis, fait que ça, c'est plus dans le côté prédictif, le deuxième champ d'IA, vraiment le côté des données tabulaires. Et finalement, comme on en a parlé beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui est IA génératif. On a permis à des clients de complètement automatiser l'envoi de messages pour le faire de façon personnalisée, d'offrir un service de qualité vraiment plus important en utilisant l'IA générative, quelque chose qui était extrêmement long ou impossible, est devenu quelque chose qui ajoute beaucoup de valeur pour leurs produits. Puis ce client-là, maintenant, il offre un tier AI, donc il a augmenté le prix de certains de ses produits avec nous. Puis donc ça, c'est vraiment des cas où on a vu du ROI comme important pour nos clients, puis on continue d'en voir de plus en plus. As-tu quoi ajouter, Catherine? Non. Par rapport à ça? Parfait. Ça résumait bien ce que vous faites. Allô. Ça marche. Puis, M. Ratchek et des opérations, t'envoies des clients. As-tu un que tu as envie de nous parler qui t'a impressionné? Le succès de notre produit est quand même relié un peu au site web justement du client. Donc s'il y a un volume suffisant et une façon que le chatbot peut vraiment venir apporter de la valeur à un visiteur sur le site web en
réduisant la confusion et en répondant rapidement à des questions, ça vient vraiment le capturer. On en a un client justement que lui est dans le domaine légal et beaucoup de personnes viennent poser des questions immédiatement quand ils ont besoin d'aide. Évidemment, le chatbot n'offre pas d'aide légale, mais répond un peu c'est quoi les services de notre client, justement, comment il pourrait venir les aider. Et très rapidement, les visiteurs se rendent compte qu'ils ont besoin de ces services-là. Ils laissent leur nom, ils se font convertir en lead vu qu'ils sont chauds au moment et il y a quelqu'un qui est là pour leur répondre, que ce soit après les heures du bureau, dans différentes langues. Il y a tout le temps quelqu'un là pour venir les capturer. Donc ça, c'est vraiment un use case qui était très, très bénéfique d'un point de vue ROI pour notre client. C'est clair que le légal, pour ça fonctionne mieux parce que, évidemment, les gens se posent des questions, arrivent sur le site, comment ça marche, les services, etc. Et derrière, on peut lui proposer de venir discuter avec un spécialiste qui est notre client. Je vais vous laisser nous dire un peu, on peut vous rejoindre d'où? Simon et Catherine, si des gens sont intéressés à avoir un projet sur mesure, comment peut-on venir discuter avec vous? Sur LinkedIn, on est sur LinkedIn. Yeah. C'est sur notre site internet, Ouais. uvo-ai.com. Comment on écrit ça? iuvo-ai.com. On a, vous pouvez facilement nous rejoindre sur le site, sinon on va mettre peut-être notre adresse email dans la description du podcast. Certainement. Et vous, M. Ratchev, si quelqu'un est intéressé par ce merveilleux chatbot de capture de lead, quelle est la meilleure façon de vous rejoindre? Il y a plusieurs façons, soit me contacter directement sur LinkedIn par email ou d'aller sur le site de kebgpt.com et discuter avec Capture qui est sur notre site web justement et lui poser des questions sur comment nos services l'aideraient. Et nous, on le contactera par la suite. C'est vrai. Et plus récemment, on a aussi ajouté notre page Facebook a aussi Capture de connecter. Donc, vous pouvez le rejoindre là. Sinon, vous le savez, vous me connaissez, Charles de Montigny. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. J'essaie de poster le plus souvent possible du contenu pertinent et des bonnes blagues. Et on se dit, à la semaine prochaine. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'était vraiment plaisant comme discussion avec Alexandre Ratchev, Simon Dagenet et Catherine Paulin. Encore une fois, si vous cherchez du développement sur mesure, je vous invite à contacter Simon et Catherine. Ils sont extrêmement bons à ce qu'ils font. Et sinon, si vous cherchez à aller capturer davantage de leads avec votre site web, votre Facebook Messenger, contactez-nous. On a des très beaux résultats avec nos clients et ça ferait plaisir de vous aider à générer plus de business grâce à votre site, grâce à l'IA. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!